C'est reparti pour un petit tour en information, toute une semaine. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à faire confiance à Info TV, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. 10h, 11h52 de lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision. Et parce que nous sommes justement vendredi, nous allons parler politique. On ne le dira jamais assez. Toutes les journées sur Espace Miné sont thématiques. Les lundis, nous abordons les problèmes ayant trait à la politique. Les mardis, nous parlons d'entrepreneuriat. Les mercredis, nous parlons de la diaspora. Les jeudis, nous parlons de la spiritualité. Et on clôture en beauté le vendredi avec la société. Ce matin, on posera la question de savoir s'il est question de faire encore confiance aux hommes politiques dans notre pays. Les hommes politiques de notre pays au Cameroun méritent-ils encore la confiance du peuple camerounais? C'est la problématique essentielle, profonde, pertinente que nous posons sur cette table de débat ce matin, afin que nul n'en ignore. Naturellement, vos rubriques sont restées intactes. Tout à l'heure, nous allons accueillir, comme cela se doit, TVB pour la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun. Alain Douk est également en poste pour ses éternelles dénonciations. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Fatima Toubongon, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Bonjour aux copanélistes. Dire que je suis heureuse d'être à Info TV, c'est comme oublier de faire ma prière du matin. Et vous savez le privilège qui est le mien de porter la voix de mon parti, le RDPC, sur votre plateau. Un plateau que nous respectons, une télévision que nous respectons, parce qu'avec le top managérial et vous, les journalistes, nous l'avions encore vu le 5 mars, j'espère que je ne découvre pas les Amériques, avec des nouveaux prix que vous avez engrangés. Cela détermine de ce que vous mettez les petits plats dans les grands. Pour démarquer Info TV des autres chaînes de télévision, et c'est tout bénef dans un environnement politique où le journalisme se révèle parfois être une boutique et la notion de déontologie n'est pas toujours parfois partagée. Et lorsque vous êtes reconnu, pas une fois, pas deux fois, nous comprenons que nous sommes du côté de la déontologie. Ce n'est pas en fait du hasard. Nous sommes à la télé. Nous sommes à la télé, c'est d'ailleurs une autre manière de faire la télé parisien. Fadima Toubongono l'a donc dit, elle soutient les idéaux du RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun. En face de Fadima Tou, on accueille Cyril Tchamba. Cyril, bonjour. Bonjour, bonjour Parfait, bonjour à tous les co-panélistes et puis aux nombreux téléspectateurs. Comment tu vas? Ben bien, ça pourrait aller mieux, parce que ce matin je suis courroucé, énervé, par une situation que j'ai observée dans ma zone à Banganté. Comment vous êtes courroucé Ben oui, courroucé, mais en même temps, je me dis que c'est quelque chose qui est réglable. C'est-à-dire, c'est la situation de M. Kemchan Jean-Paul, qui est chef de quartier Kocha, un quartier du centre-ville de Banganté, qui travaille et collabore avec des autorités administratives, qui a été élu chef de quartier depuis 2019. Il travaille, il collabore, il gère les litiges, il rend compte au sous-préfet et au préfet. Mais bizarrement, depuis 2019, il ne bénéficie pas de son arrêté préfectoral lui permettant de valider ses prétentions auprès de l'administration. On ne sait pas pourquoi. Donc ce monsieur que j'ai trouvé meurtri, parce qu'il ne comprend pas cette injustice. Lui qui travaille avec les autorités du DUNDE ne comprend pas qu'on puisse lui refuser de signer son arrêté. Et on lui aurait susurré qu'il serait en bisbille avec une autorité de la zone, peut-être ministre, qui aurait décidé de bloquer son dossier. Et vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, c'est d'interpeller la conscience de chacun et surtout la fraternité. Et de regarder le travail de ce monsieur-là, M. Kemchan, sur le terrain, afin de pouvoir lui permettre, n'est-ce pas, de jouir de ses droits. Parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour permettre à ceux qui aident l'administration au quotidien sur le territoire, sur le terrain, de pouvoir travailler convenablement. Cyril, tu es un peu perdu. Hein? Oui. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un a été, je ne sais pas s'il a été élu ou bien désigné. Il a été élu. Il a été élu, chef. Chef de quartier. De manière normale. Normale.
Et pourquoi son arrêté ne suit pas? Je ne sais pas. Et vous dites que c'est depuis 2019. Depuis 2019. Là, nous sommes à Baganté. Oui, Baganté. Oui. C'est de Baganté-Ville, Baganté-Centre? Baganté-Ville, tout à fait. Il est le chef d'un quartier qu'on appelle Kocha, qui est le quartier du centre-ville. Et c'est quelqu'un qui tient une librairie, qui est très connu. Et je dis, il travaille avec les autorités. Et personne ne comprend. Et lui, le premier. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais je pense aussi que... Est-ce qu'il a dénoncé cette situation? Il a dénoncé, il m'a envoyé quelque chose. Parce que quand il m'a expliqué, je lui ai dit, prouve-moi. Il y a des requêtes, des relances qu'il avait fait auprès du ministre de l'administration territoriale qui sont arrêtés l'Est au monde. Il a écrit au sous-préfet, il a écrit au préfet d'Undé, il a écrit au ministre de l'administration territoriale. Tout cela est resté lettre morte. Il y a comme une chape sur son dossier et ce qu'on lui aurait dit, c'est que une autorité locale aurait décidé de bloquer cette signature. Une autorité ministérielle apparemment, de bloquer cette signature. C'est un homme, bien c'est une femme. Je crois que dans le nez, il n'y a pas beaucoup de ministres, on se comprend. Chef de bloc, chef de quartier. Chef de quartier. Pas chef de village. Non, chef de quartier. Et c'est bloqué. Son arrêté ne sort pas. Les chefs de quartier à avoir des arrêtés. Oui, en fait, aujourd'hui, avec la répartition, il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Il y a une élection qui a été faite et le sous-préfet a signé. Il a été élu en 2019. Il a gagné. Il a eu 206 voix sur 266 votants. Il a gagné, ça il a gagné avec une écrasante majorité. Et je dis bien, il travaille au quotidien avec les autorités, il gère des litiges fonciers, il est convoqué en tant que majesté lorsque il y a des manifestations. Il est même souvent à la tribune du défilé. Mais un ministre du coin bloque son arrêté. Un ministre du coin bloque son arrêté. De toute façon, nous allons enquêter, parce que du côté du Ndé, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de ministres. Et je peux dire une chose, et ce sont ces gens-là qui sont en train de monter la colère des populations parce que leur hégémonie, leur façon de faire décourage les populations. Et vous voyez, les scores électoraux montrent bien que ces autorités ne sont plus en odeur de sainteté. Il faut que le RDPC aussi prenne des dispositions parce qu'il y a une jeune génération de militants politiques là-bas qui peut faire les choses mieux que cette... Non, c'est pas du chantage, madame. Le parti qui estime que ça lui fait des faveurs, il n'a qu'à gratter. De toutes les façons, nous allons enquêter sur cette situation donc du chef du côté de Baganté-Ville pour qu'il entre véritablement dans ses droits. À côté de Cyril Tchamba, nous accueillons Bernard Ouna. Bernard, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour cette autre invitation de ce lundi matin. Deux petites choses rapidement, Parfait. Ici, j'ai reçu un dépôt d'argent ce matin. Ah bon? Très bonne nouvelle. Ah oui, c'est un jeune compatriote, il s'appelle Jean-Hugues Ntchama. Apparemment, il vous écrit régulièrement dans le cadre de ces programmes. Ouais. Il est cadre MINCAF, il habite en Colisier. Il vous a envoyé 15 000 francs CFA pour votre laurier de la dernière fois. Alors, je me suis dit... C'est le geste qui compte. C'est le geste, la façon de donner. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Je ne sais pas si le gros sac que vous êtes, vous allez toucher aux choses comme ça, ou bien je prends, moi je garde. Qu'est-ce que vous voyez? Non, je ne comprends pas cette manière d'aborder le sujet. Bon, avec 15 000 francs, on peut s'offrir quelques durs. D'accord, d'accord. Je le ferai après. Monsieur Bernard, donne-moi mes 15 000. Oui, je vais vous faire le transfert après l'émission parce que le monsieur, le jeune homme, il suit. Vous dites qu'il s'appelle comment? Jean-Hugues Ntchama. Jean-Hugues Ntchama, merci. Il est en service. Je vais prendre mes 15 000. Voilà. D'accord, je voulais partager une actualité un peu triste avec vous, Parfait, ici. Elle s'est déroulée à Mfou. La semaine dernière, il y a un monsieur très dangereux qui a égorgé 2 jeunes élèves du cours préparatoire à l'école annexe qui jouxte le stade municipal de Mfou. Incroyable. Donc, pendant la pause, il a pris 2 jeunes élèves du cours préparatoire, les a conduits vers le stade parce qu'il faut comprendre que le stade est encerclé par les herbes longues. Et là-bas aussi, c'est le terrain de prédilection de tous les fumeurs de chambre du département de la Famba. Donc, lui, certainement, on ne sait pas si c'est un ritualiste ou c'est un chercheur de choses compliquées. Il a donc pris 3 élèves. Il a réussi à égorger 2. Le 3e a eu le temps de courir, de s'enfuir et d'alerter les populations. Et c'est là aussi que l'égorgeur a pris la peau d'escampette. Le procureur a ouvert une enquête avec les forces de maintien de l'ordre, mais jusqu'à présent,
on n'a pas de nouvelles de ce triste personnage. Vous dites que c'est du côté de Mfou. Aux écoles annexes de Mfou, au stade municipal de Mfou, 2 élèves égorgés mardi la semaine dernière. Bernard Rona, qu'est-ce qui ne va même plus au Cameroun? Il faut vous poser des questions, c'est très sérieux. Pourquoi nous aimons déjà tant le sang? Le sang, nous sommes égorger 2 enfants du cours préparatoire. Qu'est-ce qui vous ont fait? Qui jouaient pendant la pause. Qui ne demandait qu'à vivre. Tout simplement. Comme nous également, nous avons vécu. Oui. Maintenant, un barbare, un sorcier, un vampire s'amène, les attrape, et par les écoles. Il les flatte, les introduit au stade, parce que le stade et l'école sont, ils ont un mur mitoyen, et il les égorge là-bas. Bernard, après, lorsqu'on va attraper ce sorcier, on dira les droits de l'homme. Oui, il y a toujours les droits de l'homme. On dira, il ne faut pas le bousculer, il ne faut pas le brutaliser. Et on dira ceci, il ne faut pas montrer son visage, parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Oui, c'est ça un état de droit parfait ici. Nous sommes dans un état de droit. Celui-là, il connaît le droit? Mais c'est quand il a déjà commis son forfait qu'on vous rappelle que nous sommes dans un état de droit. Donc je crois que, déjà, on ne l'a pas retrouvé, hein. Jusqu'à présent, on l'a pas retrouvé. Non, si les forces de l'ordre veulent le retrouver, elles le retrouveront. Vous savez, lorsque les forces de l'ordre au Cameroun veulent faire le travail, elles le font à fond. Donc, et comme nous en parlons ce matin humblement, nous demandons à monsieur le procureur, donc du côté de la Mofou Famba, plus précisément en Fou, de mettre tout en branle. Nous demandons au commandant de compagnie, au commandant de brigade, de mettre tout en branle, la police également de ce côté. Je vous assure, ces personnes-là, si elles se mettent ensemble, et elles ont 48 heures pour mettre la main sur eux. Je sais de quoi sont capables les forces de l'ordre au Cameroun. Oui, j'exploite certains renseignements. Certains renseignements, et on mettra le grappin sur ce vampire. Tout à fait. Vraiment, toutes nos condoléances à ces familles. Il n'y a pas de mots pour pouvoir consoler de telles familles. Simplement que le Seigneur vous vienne en aide. Alain Doug reste notre invité permanent et je lui dis bonjour. Je te dis bonjour de même, parfait. Je salue déjà ta très belle tenue. Très distingué ce matin, très élégant. Tu es là, tu fais quoi là? Tu veux ramener à la mode l'arrêt à la Patrice Lumumba? Alain Doug, je vous ai dit que je n'étais pas un suiveur, je suis un leader. Après ma coupe costume sans enfilage, je suis en train d'expérimenter un nouveau habillement à la Moulumba, comment on l'appelait? Non, l'ancien chef d'État Isaïrois, Mobutu Sese Seko. Et il paraît que ça me va plutôt bien. Les filles apprécient. Parfait, ça c'était la note heureuse de ce matin parce que dans le fond, je ne suis pas content. Alors, oh là là. Non, Inéo, encore. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas. Ça fait environ 2 semaines que je n'arrive plus à avoir d'énergie électrique. Ils ont dit qu'il y avait un problème sur le transformateur. J'habite la rue Monguier au niveau de l'ancien Alpha Night Club. Ils ont dit qu'il y avait un problème sur le transformateur. On a supporté près de 2 semaines d'être là, délesté. Finalement, ils se sont ramenés. On s'est dit, bah écoutez, mieux vaut tard que jamais. Si finalement ils viennent quand même, bon, ça va, c'est bon. Et ils ont justement arrangé le problème. On s'est dit, on a passé 48 heures par la suite, après les travaux de maintenance, il y avait de l'énergie. Tout le monde. Parce que quand on avait le problème de transformateur, c'était un secteur, mon secteur dans le quartier. Le reste du quartier avait l'énergie. Donc il n'y avait que notre secteur. Hier, ça va. Après 48 heures de joie, finalement l'énergie repart et on se rend compte qu'ils ont ciselé le quartier. Donc, dans le secteur qui était délesté pendant près de 2 semaines maintenant, il y a un secteur qui est comme le reste du quartier avant, a l'énergie. Maintenant, c'est mon petit secteur à moi qui n'a pas d'énergie. Donc, j'espère que c'est pas vous qui êtes visé. Hein. J'espère que c'est pas moi. Parce que vos prises de position sur ce plateau embarrassent davantage les autorités. J'aimerais comprendre là, parce que c'est des situations qui créent et exacerbent la frustration. C'est-à-dire que c'est comment ça donne l'impression de se confusquer le Cameroun à 2 vitesses. Là, juste à côté, tu fais 10 mètres, le voisin, il a l'énergie. Là, chez vous, il y a tout un petit secteur, vous n'avez rien. Hein, lumière, ténèbres. Vous regardez la chaîne de faïence, c'est pas normal. Et Néo, ce n'est pas normal du tout. Si on dit qu'on arrange un problème, vous l'arrangez comme c'était il y a 72 heures. Vous me rappelez la zone? Alpha Night Club de rue Monguier. Du côté de Monguier à Yaoundé. Et il faut aller arranger cette situation de ce côté. Nous vous le demandons encore humblement. Avec Eneo, il ne faut pas parler fort.
Nous vous supplions donc, nous vous supplions, allez arranger la situation. Du côté de Manguier, au lieu dit Alpha, au canal 6, mais également au canal 508, sur Canal Plus International. Qui dit mieux? Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Bonjour à ces téléspectateurs qui ont commencé à débrancher leur branchement illégaux là. Parce que vous savez que à partir de ce jour, les agents des NEO avec les forces de l'ordre vont descendre sur le terrain pour traquer ceux-là qui utilisent frauduleusement l'énergie électrique, ce qui peut causer parfois certaines perturbations dans certains secteurs. Donc il faut comprendre qu'il y en a qui ne nous regarderont pas ce matin parce qu'ils ont commencé eux-mêmes à débrancher. C'est vrai qu'au moment où ils lancent leur track là, nous disons également qu'il y a des honnêtes citoyens qui payent normalement leur énergie et qui n'en ont pas. Donc, il y a un problème réel. Hein. Exact. Voilà. C'est bien beau d'aller débrancher, je ne sais pas quoi, mais il faut d'abord donner de l'énergie à ceux qui payent normalement. Ouais. Lorsque nous avons dit cela, on nous accueillons donc avec la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous faisons d'abord un tour du côté de l'école militaire interarmée avec le tri hebdomadaire La Météo, le journal de Dieudonné Mveng qui parle de ce triomphe. L'EMIA célèbre sa 40e promotion. Cette information barre la une de ce journal. Et en page 3, la météo nous fait savoir qu'en présidence ce 13 mars à Yaoundé, au nom du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, la sortie officielle de 335 officiers, le MINDEF Joseph Betty Assomon a exhorté les promus à faire preuve d'intégrité, discipline, loyauté, de respect et de la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions. Cette information est donc à retrouver en page 3. Les recommandations du MINDEF sont également à lire ce matin au journal La Météo. Cameroun Tribune parle de la 40e promotion de l'EMIA, déjà en mission. C'est ce que nous dit le journal que gère Marie-Claire Nana. Source Info de Jean-Bruno et Fango. On n'a pas loupé cette actualité ce matin. Et le journal Source Info titre en une: Interarmée, paix, intégration et développement, le triomphe de la 40e promotion de l'EMIA. Sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomon, représentant le chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya. Joseph Betty Assomon a présidé le 11 mars 2026 la sortie de la 40e promotion de l'école militaire interarmée à la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé. Info Matin s'intéresse à cette autre actualité. Fer, bauxite, or, calcaire. Cameroun, l'industrie minière en pleine expansion. Pendant que l'or s'industrialise, la bauxite de Minim Martap entre dans la cour des grands avec un gain annuel attendu de plus de 120 millions de francs CFA. L'entrée en production de 5 grands projets miniers en 2025 et l'annonce de 5 autres en production en 2026 sont des indicateurs palpables que la politique minière mise en place par le gouvernement porte ses fruits. Info Matin nous le dit donc ce jour de la page 2 à la page 3. Le journal de Jacques Blaise Envié, la nouvelle est également en kiosque et parle de l'exploitation du fer de Mbalam. Success Story, ces deux Camerounais qui ont donc réussi à lever plus de 5 000 milliards de francs CFA pour l'exploitation des gisements de fer de Mbalam, permettant ainsi au projet d'entrer dans sa phase décisive. Le Messager qui est en kiosque s'intéresse
à cette autre actualité et nous amène du côté de Touboro. Whisky en sachet, Touboro contre la mort à vil prix. Ulcère par la consommation abusive de cette tueur silencieux qui décime à petit feu les jeunes de cette municipalité. Le maire interdit la vente sur l'ensemble du territoire communal et met en garde le gouvernement qui entretient un cercle vicieux avec les firmes et industries qui en assurent la production. Affaire Martinez-Zogo, écho d'un tribunal du CLIC, information à retrouver en page 6 en pied de une du journal Le Jour. On parle également de l'affaire Martinez-Zogo, des mercenaires numériques pour tronquer la vérité, information à retrouver ce matin au journal d'Aman Mana. Mutation parle également de l'affaire Martinez-Zogo, vérité et faux procès, c'est à lire en page 6. Yaoundé, les poubelles débordent, le constat est fait par le journal de Georges Alain Boyomo qui de la page 4 à la page 5 nous informe que la crise des ordures dans la capitale refait brutalement surface à 10 jours de la conférence de l'OMC et un mois de la visite du pape Léon XIV. Les enjeux, parlons bien sûr de justice avec la nouvelle expression, les enjeux du Conseil supérieur de la magistrature sont présentés en page 4. Convoqué après 6 ans d'interruption, l'institution que seul le président de la République préside intervient dans un contexte de pénurie de magistrats, d'avancement bloqué, de membres frappés d'illégitimité, etc. Et surtout des centaines de dossiers disciplinaires contre des magistrats sur la table. Cette information est à retrouver ce matin au journal La Nouvelle Expression qui en fait sa une. Ouverture de la saison de chasse à Garoua, la vitrine de Bernard Owona en parle ce matin et nous fait savoir que Jules Doré Ndongo rétrocède des millions aux communes. La saison cinégétique 2025-2026 a été officiellement lancée à Garoua selon l'arrêté numéro 0120/A/Minfof du 10 novembre 2025. La chasse aux animaux partiellement protégés est ouverte sur tout le territoire national à l'exception des aires protégées du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026. Information à retrouver en page 3 de ce journal. Au bas de une, on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Spectre de dérive dans le RDPC, un 24 mars sur fond de récupération politique. L'impudique oratoire du panel d'émissaires du comité central est sur le point de prendre d'assaut le Cameroun à la veille des échéances électorales dédiées aux municipalités et aux législatives, avec pour trame de fond l'appropriation sans détour ni précaution langagière des réalisations de l'État pour des besoins de campagne. Cette information est à lire en page 8 du journal La Vitrine. Sans détour s'intéresse au projet Pizarrotti, la phase 2 sous de bonnes balises. Un protocole d'accord signé entre le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardaouna, et les partenaires italiens du projet de construction de 10 000 logements sociaux dans les banlieues de Yaoundé, au terme d'une visite de travail en Italie, permet de garantir des financements plus rassurants pour la seconde phase, couplée à l'inscription du Cameroun dans le plan Mattei pour l'Afrique. Le projet Pizarrotti apparaît désormais comme la vitrine attrayante de la vision stratégique de la SIC à l'horizon 2040. Cette revue de presse se referme avec Zénith de l'info qui nous amène du côté de l'imprimerie nationale. La méthode Oyonobika, 3 ans pour un miracle économique. Dette fiscale apurée à 90%, chiffre d'affaires doublé et climat social apaisé. Les secrets d'une gestion de bons pères de famille à l'imprimerie nationale sont à retrouver en page 4 du journal de Marcelin Yinga et Témé, Zénith de l'info qui en parle ce matin. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci Al Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Hein. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Avant de prendre la dénonciation proprement
dites, nous avons cette triste nouvelle. Il s'agit de ma nièce qui n'est plus de ce monde. Elle s'appelait Aban Bangona Daniela Salomé. Elle nous a quittés il y a quelques jours. Elle est partie véritablement dans des conditions tristes sans être vraiment malade. Je vous donne le programme de ses obsèques. Recueillement pour l'instant tous les soirs au domicile familial. Vendredi 20 mars 2026, on assistera à partir de 10h à la levée du corps, suivi d'une messe à la petite chapelle de l'hôpital général de Yaoundé et départ pour le village Onkolmout. C'est du côté de l'arrondissement de Mbankomo. À 12h30, arrivée et installation de la dépouille au domicile de son papa. 13h, messe au domicile de son père. À 20h, on assistera à une messe suivie de la grande veillée samedi 21 mars 2026. 9h, début des cérémonies traditionnelles. 11h00, messe d'inhumation. 12h, témoignage. 13h, inhumation dans la stricte intimité familiale. À partir de 14h, ce sera la fin des cérémonies. Il faut dire qu'elle était en classe 4e du côté du collège Monti. Nous adressons nos condoléances déjà à ses camarades du collège Monti. Nous adressons également nos vives condoléances à son papa qui est inconsolable. Son papa qui s'appelle Bangono Parfait. Au village, nous l'appelons Petit Bengo. Cette fillette n'avait que 13 ans. Elle est morte véritablement de suite d'un malaise. Que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement reconnaissante. C'était une petite fille pleine de vie, très sympathique. Que son âme repose en paix. Que l'âme de Daniela Salomé à Bongono repose donc en paix. Elle sera inhumée ce week-end du côté d'Onkolmowood. C'est dans l'arrondissement de Mbankomo. Alain Douk, nous vous repassons la parole pour la dénonciation de ce lundi matin. Pour ce lundi politique, voici ce que nous aurons comme dénonciation. Une dénonciation, il faut le dire, sur fond d'interpellation et de questionnement. Alors, la dite dénonciation repose sur un arrêté du bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun. Alors, c'est l'arrêté numéro 2026-004-AB-AN-CAB-PAN. Portant création d'une chaîne de radio et de chaîne de télévision à l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas lire la totalité de l'arrêté, mais il est signé du 6 mars 2026 et quelque part il est écrit dans le corps de texte de l'arrêté, considérant les nécessités de service. Il est créé à article 1 à l'Assemblée nationale une chaîne de radio et une chaîne de télévision dénommées respectivement Radio AN et ANTV. Article 2, les frais relatifs à la construction et au fonctionnement des deux chaînes seront imputés au budget de l'Assemblée nationale. Article 3e, le présent arrêté du bureau sera enregistré, publié en français et en anglais, puis communiqué partout où besoin sera. Donc, nous, en ce matin, on veut questionner cela. On se dit, au regard des réalités de notre écosystème médiatique, on a déjà au niveau de la présidence de la République un média qui a été créé totalement consacré à la présidence de la République. Est-ce qu'on est dans une dynamique où finalement toutes les organisations doivent avoir forcément leur chaîne de télé, leur radio, leur média? D'autant plus que nous avons déjà une chaîne nationale, il faut le dire, la première, on l'appelle notre mère, des médias, qui, un tantinet, fait quand même assez de communication pour les différentes institutions, il faut le dire. Et maintenant, on se pose la question de la pertinence aussi d'une telle création à un moment tel que celui-ci où nous savons que nous avons énormément de difficultés sur le plan économique. Est-ce que on n'est pas simplement en train d'encourager au travers d'une telle disposition, d'une telle création, des niches au regard de nos réalités, des niches de détournement, etc. Quelle est vraiment la pertinence et quelle sera la contribution d'un tel média dans notre paysage actuel? Est-ce que c'est du mimétisme? Mais si c'est du mimétisme par rapport à ce qui se fait par exemple en France, est-ce que c'est pertinent dans le contexte camerounais actuel?
C'est ce que nous questionnons ce matin. Merci. Je passe d'abord la parole à Fadimatou Bongonan. Je suis un peu... C'est vrai que depuis un certain temps, moi, je suis en train de lancer une réflexion seule dans ma tête pour comprendre un peu cette mode-là qui voudrait déjà au Cameroun que presque toute grande institution est en train d'avoir son média, soit une radio, soit une chaîne de télévision, ainsi de suite. Alors, Fadimatou, c'est une mode ou alors c'est une nécessité? Parce que le second, nous avons suivi, il y a deux paramètres, deux variables. Soit les médias tels que nous les connaissons ne font pas objectivement leur travail, en ce sens qu'ils ne rendraient pas fidèlement compte de ce qui est fait, que ce soit en bien ou en mal, ou bien choisissent-ils de se communiquer exclusivement sur ce qui n'est pas bien, et peut-être sous le coup, le bureau de l'Assemblée nationale se trouverait donc fondé de créer une chaîne de radio et de télévision où il pourrait rendre compte de manière fidèle et objective de ce qui est fait là-bas, ou bien peut-être du travail fait par les députés. C'est des réflexions comme ça, parce que si... moi, je crois que tout projet naît d'un besoin, ou bien d'un constat, ou bien naît de quelque chose. Ça n'est pas ex nihilo. Peut-être l'Assemblée nationale estime-t-elle que, par exemple, quand ils font ils appellent ça quoi? La session parlementaire. La session, au-delà de la session, les plénières. On n'a pas la possibilité de suivre ça en direct parce que les chaînes de télé ont leur programme. Et s'ils doivent aller dans les chaînes de télé, réquisitionner peut-être 2 heures, 3 heures de temps, il faut payer. Peut-être pense-t-il qu'il serait nécessaire d'avoir une chaîne de télévision ou une chaîne de radio que les Camerounais pourraient suivre tout ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas créer par coup de tête. Moi, je doute fort parce que les plénières, parfois, nous les regardons après la session. Il y a une chaîne de télé qui a l'habitude de nous montrer des extraits de ces plénières-là. Donc, alors, Fadimatou, moi je vous suggère que nous restions d'abord un peu dans ce métier-là. Et je vais vous amener à faire le distinguo avec moi du journalisme et de la communication. Je vais m'expliquer. Lorsque l'Assemblée nationale veut déjà mettre sur pied sa propre radio et sa propre télévision, vous pensez que ceux qui vont travailler là-bas resteront strictement dans le journalisme ou alors ce sera la communication? Nous, en tant que politique et peut-être par des formations de scientifiques, sociologues, historiens, nous attelons sur les faits. Nous appuyons sur les faits. Et lorsque ce sera fait, nous pourrons juger de ce qui serait resté dans la communication ou bien ferait du journalisme. Et en même temps, il faut le dire, si cette chaîne de télé ou de radio peut leur permettre de s'autofinancer, pourquoi pas? S'autofinancer. Alors qu'il parle que cette télévision et cette radio sera prise en charge par le budget de l'Assemblée nationale. La mise en œuvre, la mise sur pied sera prise en œuvre par le budget de l'Assemblée nationale. Maintenant, à long terme, l'Assemblée aura besoin de la publicité pour fonctionner. Vous ne pouvez pas empêcher au cerveau de tourner. Mais le cerveau peut mal tourner. Mon cerveau, il tourne. Ah, peut-être il tourne mal parce qu'il ne tourne pas dans votre sens. Peut-être. Si c'est ça, oui, je suis d'accord avec vous. Je dis, attendons voir par les faits ce qui sera fait de cette télévision. Peut-être veulent-ils avoir des sources de financement pour eux-mêmes, pour leur, je ne sais trop quoi. Nous ne pouvons pas regarder, lire dans les boules de cristal. C'est vrai que c'est à la mode. Depuis un moment, on lit les vice-présidences, on lit tout dans les boules de cristal. Nous attendons les faits. Quand ça sera mis sur pied, nous verrons ce qu'ils vont nous donner. Merci Fadimatou. Cyril Tchamba, l'Assemblée nationale qui veut donc avoir ses propres médias, n'est-elle pas satisfaite de ce qui est fait ailleurs?
le dénonciateur maison, Alain Doug nous rappelait pourtant que la CRTV, qui est le média public, le média national, fait quand même un effort au niveau de l'information institutionnelle en faisant la part belle à ces institutions du Cameroun, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République. Est-ce que ce n'est pas redondant? Est-ce que ce ne sont pas des médias de trop? Pourquoi ne pas tout simplement aller vers les médias qui existent déjà pour un bon partenariat sur le plan communicationnel? Ben, écoutez, je pense que la première réaction, c'est de dire que cela démontre simplement que la CRTV ne sert à rien. Ah bon? Oui, parce que si la CRTV qui se dit par la bouche de son directeur général le tantam du gouvernement se retrouve être mise à côté et que chaque institution commence à créer dans son sein son propre organe, ça fait une fausse concurrence à la CRTV. Concurrence à la CRTV et ça nous demande ça nous pose la question du budget pléthorique qui est alloué à la CRTV. Parce que moi j'aimerais qu'on prenne les choses de manière technique. Nous avons créé la CRTV en disant que c'était un outil pour que les Camerounais soient mieux informés de l'activité qui se déroule au pays, notamment gouvernementale. La CRTV, dans les salaires des travailleurs et même dans les impôts en général, tout à fait. Il y a une ponction, la redevance audiovisuelle qui est pour majorité, pour grande partie dédiée à la CRTV, parce qu'il faut dire au passage que la presse privée, l'ensemble de la presse privée reçoit que des clopinettes. Non, la presse privée ne reçoit même rien. Non, il y a une la redevance. Non, ce n'est pas la redevance audiovisuelle, ça c'est autre chose. Et ce que la presse privée reçoit, ce sont quelques cacahuètes venant du ministère de la Communication, parfois 100 millions pour plus de 1000 médias. Tout à fait. Donc je disais qu'il y a ça. Et puis la CRTV justifiait ce budget par le fait qu'ils allaient créer des stations régionales. Normalement, on avait à l'époque CRTV Centre, CRTV Littoral, avec des chaînes de télévision. Je ne sais pas où en est le projet, parce qu'aujourd'hui, je crois que la CRTV s'est dénombrée en 3. Mais je vous dis ça pour dire quoi? Pour dire que, vous savez, la communication dans ce pays, en fait, l'environnement de la communication est devenu un enjeu stratégique, un enjeu qui interpelle tous les acteurs. Et je crois qu'une assemblée peut avoir un projet dans ce sens, mais il faudrait quand même regarder nos réalités. Le budget déjà de l'Assemblée est assez exigu. Les parlementaires se plaignent de ce qu'il n'y ait pas assez de moyens pour travailler, notamment sur le terrain. Dernièrement, ils ont eu un problème de salaire. Ils ont eu un problème de salaire. Et regardez simplement l'hôtel des députés dans quel état il est. Pour les parlementaires qui viennent de l'extrême nord et des zones reculées, qui doivent y séjourner, ce n'est pas c'est un endroit qui a besoin d'être refait. Donc je crois que le Parlement a beaucoup plus de priorités. Et ensuite, il faut améliorer même la communication externe, non pas celle de télévisuelle, mais la communication dans le sens de la présence des députés sur le terrain, on ne les voit pas assez. Donc je crois que pour moi, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée, de passer par un média télévisuel alors qu'on a déjà un outil qui peut nous aider. Bientôt, ils nous diront qu'ils créeront aussi un journal. Parce que quand on va à la télé, la radio, peut-être qu'ils n'ont plus besoin de Cameroun Tribune, ils vont créer un journal. Donc moi, vous savez, c'est toujours des poches de petits brigandages de caisse de l'État. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Dès qu'on veut prendre un peu d'argent, on crée quelque chose. Je crois qu'ils ont créé quelque chose. Bernard Ona, je pense que les premiers qui devront être mal à l'aise avec ces créations de médias au niveau des institutions étatiques, c'est d'abord la CRTV et Cameroun Tribune. J'ai l'impression que les amis d'hier là sont en train de leur faire des coups. Et la CRTV et Cameroun Tribune ne savaient pas que c'est comme ça qu'ils devaient faire. Après tant de services rendus, voici ce qu'ils sont maintenant en train de faire à la CRTV et à Cameroun Tribune. Entre-temps, l'Assemblée nationale qui met sur pied ce genre de projet. J'ai failli poser une autre question comme les autres posent au niveau des réseaux sociaux. C'est quoi finalement les véritables motivations? C'est quoi le projet? Avec tout ce que l'Assemblée nationale a à faire dans ce pays, où est-ce qu'ils vont encore trouver le temps de gérer des chaînes de radio, les chaînes de télévision? Enfin, ici, je vais vous surprendre. Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale pour cette initiative et son directeur de cabinet, M. Boukar, pour cette brillante initiative. Ce sont des grands journalistes. Je voudrais vous assurer parfois ici que depuis la signature de cet arrêté qui crée cette chaîne de télé, ces gens ont déjà reçu plus de 500 demandes d'emploi. Dans un pays où on ne recrute que dans l'armée. Je crois que voilà des gens, des hommes politiques qui viennent de faire sensation. Nous devons les féliciter. Et ça, je le dis sans ironie. Parfois ici,
L'Assemblée nationale veut créer une chaîne thématique. Une chaîne thématique. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Également, je regarde les débats en France. Dans mon bouquet, je regarde les débats en France. Je connais mieux les porte-paroles des partis, la France Insoumise, les Républicains, le Front National, qui est devenu quoi, le Rassemblement National, etc. Mais vous voyez, au Cameroun, il y a de grands, intéressants débats aussi qui se passent à l'Assemblée nationale qu'on ne suit pas. Quand Cabral Libye prend la parole devant le gouvernement, c'est souvent intéressant et pertinent. Quand Joshua aussi prend la parole. Il faut créer une chaîne de télévision une chaîne de télévision. M. Cabral va prendre la parole, qu'on puisse montrer, c'est ça. Une chaîne de télévision thématique. C'est même pas sûr que ce sera respecté. Et vous pensez que, attendez un peu, Bernard, vous pensez que votre président de l'Assemblée nationale et votre ami Boukar, ils créent la chaîne de télévision pour montrer les interventions de Cabral Libye? Non, je ne parle pas des interventions de Cabral. Je dis toutes les prises de parole à l'Assemblée lors des plénières seront les bienvenus pour le public qui doit suivre de bout en bout ces échanges, ces débats intéressants au niveau de notre Parlement. Je crois que le budget de l'Assemblée nationale de 2026, qui est de 8 milliards 816 millions, nous apprend que c'est dedans là-bas qu'on va aller puiser pour créer cette télévision. Pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas. Quelles sont les missions réelles d'une Assemblée nationale, le cas du Cameroun? Le cas du Cameroun, l'Assemblée est là pour légiférer. Ils ont atteint cet objectif? Pas encore. Mais, mais maintenant, ils passent déjà au niveau des médias. Pour de relayer davantage leur information. C'est-à-dire que leur mission réelle, essentielle, fondamentale, les ont dépassés. Maintenant, ils préfèrent maintenant aller sur le terrain des médias. Parfois ici, je voudrais vous dire pourquoi je ne suis pas dans votre logique. Non, moi je n'ai aucune logique, je veux comprendre. Je ne suis pas dans la logique de la dénonciation. Moi, j'apprécie parce que je vous assure que moi, je ne peux plus, dans ce pays, me poser des questions sur pourquoi crée-t-on une chaîne de télé à l'Assemblée? Pourquoi on a d'abord créé au palais? La PRC-TV, ça sert à quoi? Ça sert qui? Là-bas, on ne le recrute pas. Mais tu viens de nous dire là-bas, on a recruté. Le patron de cette chaîne s'appelle Jean Atana. Ils ont recruté beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Je connais, ne peut non plus demander que ça sert à quoi? Est-ce que vous avez vous-même ici déjà rencontré cette chaîne quelque part? C'est la seule assemblée qu'on va rencontrer. Bon, pour vous dire que moi, je ne vais donc pas me mêler des gens qui créent des chaînes. Pour le Sénat, non, le Sénat peut aussi créer, ça part bientôt. Donc je vais simplement... Le Conseil économique et social va aussi créer, ça part. Même la Cour des comptes. Les ministères vont créer leur chaîne de télévision, par exemple. Mais si ça fait... Le Conseil constitutionnel aussi. Si ça crée des postes de travail parfait ici. Vous savez, le problème, c'est que là, tout cela participe à quelque chose. Ils n'aiment pas communiquer, ils font semblant de communiquer. Parfois ici, PRC-TV, les gens étaient déjà à la retraite. Donc quand on crée... Donc c'est une chaîne de télévision des retraités. Non, donc quand on crée ça, Jean Atana avait dit que ça recrutait. Il rebondit. C'est vous qui avez dit que ça recrutait. Jean Atana rebondit donc. Broum. Il a dit que les retraités rebondissent. Je dis que PRC-TV... Non, attends, c'est pourquoi les retraités rebondissent. Pas forcément. Ah, d'accord. Je suis en train de vous dire que depuis la signature de l'arrêté qui crée la chaîne de télé à l'Assemblée nationale, c'était le 6 mars, c'est ça? Au moins 500 demandes sont déjà posées sur la table de ceux qui vont recruter. Ça fait un peu une bonne émulation au niveau des chercheurs d'emploi, surtout journalistes et autres technico-artistiques qui font dans le journalisme et la communication. Mais parfois ici, moi j'insiste que ce n'est plus facile de comprendre ce que font nos dirigeants. Il faut les voir seulement, observer, regarder les faire et apprécier. Parce que tout ce que vous allez dire aujourd'hui, moi je vous assure que je félicite le président de l'Assemblée et son directeur de cabinet pour cette initiative louable. Alain, donc, nous avons donc ce sujet de dénonciation ce matin, au-delà de tout, qui devrait être une grande réflexion. Pourquoi dans notre pays, nous avons la nette impression que chacun ne voudrait plus faire ce qu'il devrait en réalité faire. Rester au niveau de ses prérogatives, au niveau de ses missions. Parfait. Le contenu de cette dénonciation, sans forcément épingler PRC-TV, l'épingle. En parlant de l'actualité relative à l'Assemblée nationale à ce sujet, on parle par ricochet de ce qu'a fait PRC-TV. C'est la même problématique. Bien. Maintenant, en France, par exemple, puisque parfois on a l'impression que le Cameroun, c'est une françaiserie, on est dans des mimétismes à bien de niveau avec la France. Il y a justement une télé pour l'Assemblée nationale et le Sénat là-bas. Je tiens déjà à vous dire que même en France, la question de la pertinence du Sénat se pose. Je tiens déjà à vous le dire. Si la pertinence du Sénat se pose là-bas, ça se pose donc d'autant plus chez nous.
Bien, maintenant, au moins, on voit une espèce d'émulation autour du travail parlementaire et de représentation, notamment à la Chambre basse de la France. Là-bas, la chaîne en question est diffusée sur le câble, la TNT chez eux. TNT, je ne note pas ça de façon tout à fait contingente. Non, monsieur, TNT, depuis 2015, on a un TNT ici, on n'en a pas. Près de 200 milliards évaporés comme ça dans des circuits qu'on ne comprend pas. Bien, je ferme le chapitre de la TNT. Revenons même sur le sujet même de la pertinence même de la création de ces chaînes-là. Parfait, moi je suis économiste. Et on dit que lorsque ça va mal sur le plan économique, on procède à l'austérité. On évite le superflu. Chez nous, c'est le contraire. Non, chez nous, je constate que quand ça va mal, on dit que la situation est difficile sur le plan économique. Et on des chaînes de télé. On ne fait que pousser la propension des dépenses de fonctionnement, satisfaire les besoins des institutions. Or, on devait être dans la logique de l'austérité. Les dépenses là de fonctionnement, il y a des choses, on doit les amputer au contraire. On ne doit pas être dans la logique de l'exacerbation des frais. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Parfait. Ils ont des responsables de celui de communication. Tout à fait. Pourquoi ne pas adopter une politique de communication? Parce que là, tu as posé la question à l'un des panélistes tout à l'heure, est-ce que c'est du journalisme? Tu sais bien que ce ne sera pas du journalisme. Pas du tout. C'est de l'information communication, c'est de la propagande pour le compte de l'institution. Donc, ils peuvent Vous aussi... voyez donc que l'information sera biaisée. Mais bien sûr, quand on est dans la com, est-ce que c'est le journalisme? Vous voudrez que ça passe. Quand on est dans la com, ce n'est pas le journalisme. Et tu avais raison de faire la réflexion selon laquelle est-ce qu'il ne coupe pas un tout petit peu de l'herbe au pied de la mer? Mais bien sûr, on sait que la mer elle-même, elle est même dans un clair-obscur entre journalisme et pour ces gens. Bon, tu vois que c'est assez embêtant. Donc si tout le monde doit maintenant cela jouer en solo, bien, moi je serais content, grand Bernard, et comme on dit au quartier, je te donnerais les mains, si c'était de l'argent qui vient de leur poche, où on émarge à partir de leur salaire, de leurs indemnités, et créer leur chaîne, je fermerais ma bouche. Mais si c'est sur le dos du contribuable camerounais qui veut venir faire ces choses superfétatoires, je dis non, moi je suis contre, totalement contre. Dans le contexte actuel, les difficultés économiques du pays actuel, je trouve que c'est malséant, moi, ce qu'ils sont en train de faire. Fadima, tu insistes à reprendre la parole. Hein? Oui, je voudrais reprendre la parole. Je présume qu'elle va défendre le RDPC, parce je voudrais dire, que l'Assemblée est essentiellement, presque essentiellement constituée du RDPC. Hein? Fadima, tu vous avez la parole. C'est pas mauvais, ils ont été élus. C'est une bonne chose pour le RDPC, ils ont été élus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je peux comprendre le courroux de certaines chaînes de télévision. Vous savez, le partenariat suppose... on paye le service. Tout à fait. Et quand quelqu'un essaie de faire son service soi-même, ça veut dire que le partenariat n'aura plus sa raison d'être. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça dresse les cheveux sur la tête. Maintenant, quand nous revenons sur la chaîne parlementaire de la France, elle a les mêmes missions, telles que je l'ai édité en supposant que peut-être ce serait ça. Il projette les plénières, il montre les séances de travail en commission, ce que nous ne voyons pas souvent. Et en même temps, ils ont leur chaîne, ils produisent des documents, des magazines d'information sur les activités au sein de l'Assemblée. Oui, c'est bien, on peut applaudir là-bas parce qu'on essaie de regarder là-bas avec un œil objectif. Maintenant, quand nous venons dans notre contexte, moi je me dis, la création de cette chaîne de télévision devrait également interpeller les journalistes, les médias. Qu'on a créé en France, on n'a pas fermé France 2, on n'a pas fermé France 1 non plus. Est-ce que ce sont les mêmes réalités? S'il vous plaît. Mais comment vous ne voulez pas que... Vous parlez toujours de réalité, mais quand il faut prendre l'exemple là-bas qui nous arrange, on prend, on accole. Vous dites que là-bas c'est bien, et ils font ceci. Est-ce que là-bas, ils ont réalité budgétaire? Bon, parfait. Restons même sur son argument. Moi, je veux comprendre. Je veux vous remettre la parole. Parfait, je veux comprendre. Tu l'as posé tout à l'heure, cette problématique. Je veux comprendre comment des gens qui n'arrivent pas déjà à faire le plus basique, c'est-à-dire que leur charge en tant que représentant, celle de légiférer, celle de défendre les intérêts du peuple. Est-ce que vous savez qu'on pose même sur la table aujourd'hui la problématique même de la
pertinence même de l'existence du magistère de nos députés. Vous connaissez combien de propositions de loi que ces gens ont déjà sécrétées depuis que... Ils sont une caisse de résonance de l'exécutif. Et ils veulent qu'on leur attribue tous les moyens possibles, qu'on leur crée des chaînes de télévision pour rétribuer la paignantise. C'est contre ça que je m'insurge, monsieur. Justement, je reprends la parole pour dire que M. Douk davantage met de l'eau à mon moulin pour me dire, faire comprendre que justement, c'est ce type de position où de manière tranchée, on vous dit les députés ne servent à rien. Justement, leur chaîne de télévision, M. Douk, permettra aux Camerounais de comprendre que ce que vous dites n'est pas toujours vrai. Il y a des choses qui sont faites. Même si elles ne sont pas faites à votre goût, reconnaissez d'abord quand même qu'il y a des choses qui sont faites. Bon, c'était moi la proposition de loi sur les dettes des 30 dernières années. Permettez, moi je vous ai écouté. Ouais, vas-y. Quand vous parlez, moi j'ai mort d'envie de réagir. Mais la politesse voudrait que je vous écoute, monsieur. Donc quand je le dis, votre réaction indique clairement, voilà une des raisons d'être de cette télévision. Rendre compte de ce qui est fait. Que vous choisissez de ne pas faire. Parce que vous avez votre orientation idéologique qu'il faudrait démontrer aux Camerounais que rien n'est fait. Peut-être se sont-ils rendus compte que, même quand ils sont dans le partenariat, parfois vous faites exprès de ne pas communiquer, peut-être pour les amener vers vous à jouer cette histoire de partenariat payant. Ils disent que, ok, nous allons mettre à la disposition du public ce qui est fait. Que lorsque les critiques viennent, que les critiques viennent avec une balance, ceux qui critiquent et ceux qui voient ce qui est fait. Non, Cyril veut d'abord réagir. Hein. Je l'ai vu regarder Fatima, tu avais beaucoup d'admiration. Ah bon? Ouais. Ah bon? C'était le contraire. Non, mais moi, je dirais simplement que on peut comprendre que vous soyez dans la défense. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas de manière systématique. Je ne suis pas dans une défense, je suis dans une réflexion. Nous ne sommes pas de manière systématique contre le projet. J'ai dit, le seul souci que nous avons, c'est que une chambre comme celle-là, qui est destinée à un certain nombre de travaux, n'arrive pas à les mener et se décide à faire autre chose. Vous savez, on a un problème au Cameroun aujourd'hui. C'est qu'on crée les choses sans régler les problèmes. Et nous, dont Alain Douk parle là, on a dit l'autre jour qu'on a donné 78 milliards. Mais depuis qu'on a donné l'argent des Camerounais à ces blancs. On va faire le parallèle. Mais non, on n'a plus l'électricité parce que c'est partout. Hein. C'est partout à Yaoundé. Et je dis ça pourquoi? Pour dire une chose simple. C'est parce que justement les députés ne font pas le travail qui est le leur. C'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement, interpeller même les ministres. Surtout, il n'y a jamais eu de proposition de loi, madame. Écoutez, il n'y a jamais eu de proposition de loi. Parce que vous le dites. Non, il n'y a jamais eu de proposition de loi émanant par exemple du Parlement. C'est toujours des projets de loi. Ça veut dire que le gouvernement vient avec ses documents, les autres signent. Mais il faudrait quoi avec une télévision? Et puis le problème est structurel. Et je vais donc aborder un autre sujet. Le problème est structurel, madame. Le gouvernement ne peut pas, l'État camerounais ne peut pas refuser d'assainir le secteur de la presse en général, donner les moyens pour qu'on fasse de la bonne du bon journalisme à ceux qui ont ce métier et continuer à faire du saupoudrage. Quand ils vont recruter 30 personnes là-bas, est-ce que ça change les conditions de travail des journalistes dans l'ensemble du métier? Vous ne pouvez pas appauvrir un secteur. Une corporation, vous la misérabilisez. Vous la misérabilisez et vous créez des petites PSCTV pour gérer 3-4 personnes. Moi, je dis non. Je crois qu'il faut régler ce problème. Et je profite pour dire que le problème du milieu du journalistique au Cameroun est grave. Les journalistes vivent mal parce que les organes ne reçoivent pas ce à quoi ils ont droit. Il faut qu'on regarde ce problème de redevance audiovisuelle. Parce que on ne peut pas allouer ça simplement à la CATV et les autres ne reçoivent rien. Or, ces médias-là accomplissent un travail hautement républicain. Parce que ces télévisions que vous voyez là, ce sont celles qui apportent l'information dans les fins fonds des villages. Là où la CATV ne va plus, alors que la CATV a l'argent, que l'argent du contribuable. Nous allons. En tant que journaliste,
journaliste, moi, vous savez, ne la peut question... pas faire le procès à un autre, presse à un autre média. Je fais pas, s'il vous plaît, je réclame que l'argent des Camerounais soit bien... un journaliste de la CIA TV. Non, je ne parle pas de la CIA, je parle de la télévision. Je parle de la redevance audiovisuelle. On prend de l'argent aux Camerounais, on appauvrit un secteur sciemment. Et on crée des petites chaînes de télé alors qu'il faut financer la presse et augmenter les missions. Si on dit à Info TV par exemple qu'ils ont droit à une allocation annuelle de peut-être 50 millions, j'en sais rien, et qu'ils ont dans ce cahier un cahier de charges à suivre par exemple l'activité des parlementaires, ils refuseraient. Voilà. Je voulais apporter une précision importante. Vous savez, beaucoup de personnes regardent à travers le monde. Tout à fait. Et donc, on a dit ici qu'il n'y a jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il y en a eu, il y en a toujours, très régulièrement. Moi, je suis du RDPC, je suis militant du RDPC, je ne suis pas communicant. Et qu'est-ce que ces propositions ont donné? Le RDPC, je suis en train de... Il y en a eu toujours. Je suis en train de dire qu'il y en a eu. Je voudrais élever une équivoque. J'ai dit que depuis le SDF, l'UNDP... C'est bien qu'il y ait de l'opposition. Certaines propositions. Vous me surprenez. Non. Laissez-moi apporter une précision importante. Il a été dit sur ce plateau par Alain Douk et par M. Tchamba qu'il n'y a jamais eu de proposition. Non, on veut dire que c'est marginal. Non, attendez-moi parler. Moi, je vous ai écouté. Monsieur Alain Douk et M. Tchamba, vous venez de dire ici, il y a quelques instants, qu'il n'y a jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je voudrais donc rectifier cela pour dire que depuis le retour au multipartisme, nous avons toujours eu des propositions de loi qui sont venues des partis de l'opposition. Et qu'est-ce que ça a donné? Je suis en train d'aller pour conclure. Donc ces propositions de loi ont été très régulièrement heurtées par l'obésité du... Parlement. Non, ça veut dire que... Laissez-moi dire ça, c'est important. Quand les gens regardent au Bénin, ils auront l'impression qu'au Cameroun, le Parlement ne propose pas ne fait pas de propositions de loi. Non, le Parlement au Cameroun fait des propositions de loi. Malheureusement... Donc la majorité c'est la dictature de la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Quand les partis politiques l'opposition proposition de loi et que c'est le RDPC qui doit jamais passer. Merci. Je rappelle pour votre culture générale que on a du RDPC. Tout à fait. D'accord. Nous allons lire les messages. Bonjour parfait ici. Merci pour ce que vous faites pour le Cameroun et vous et votre équipe par rapport à la dénonciation du jour. Je pense qu'il s'agit d'une autre distraction dont le but inavoué est le détournement de fonds. Je pense que le président de la République doit arrêter cette dérive au plus vite. C'est Jean Lévy de Niété. C'est dans le sud qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. La poste centrale, gare routière est la source de la modération où tous les modérateurs doivent s'abreuver. Vous avez tout dit. Il y a une différence entre communiquer et faire du journalisme. Oui, c'est totalement vrai. Entre professionnels, nous nous comprenons. Donc, ce que les gens là vont faire là-bas à l'Assemblée, ce ne sera pas le journalisme, ce sera de la communication. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateurs, bonjour, le grand perfecto, dites à monsieur Douk qu'il n'a pas le monopole de tout et qu'il soit un peu humble. Il n'a pas le monopole du savoir. Toute une institution prend des résolutions et un individu pense leur donner des leçons. Soyons un peu sérieux. C'est Misag de Berthois. C'est parfait. Si nous sommes en démocratie, j'ai le droit de donner mon avis. Tout à fait. Voilà, et lui aussi de la rejeter comme il a fait. C'est la démocratie. Salut le panel. La création d'une chaîne de télévision et d'une radio est sans objet. L'une de vos panélistes, membres du RDPC, justifie cette création. Croit-elle que des téléspectateurs se scotchent sur cette chaîne lors des plénières au lieu de suivre Espace Mini d'Info TV? Quel contenu cette chaîne distillera? On veut distraire comme d'habitude les deniers publics pour les frais du village. C'est Abianda Dieudonné et depuis Limbe. Ça s'appelle liberté.
Un autre message, Fadimatou, il faut se calmer. Non, c'est la liberté. Il est libre de suivre Info TV pendant que les autres suivent autre chose. Tout à fait. La liberté n'aurait plus de sens. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. Quand Ali nous fait ce genre de dénonciation, comment il nous rétablira-t-il l'électricité dans son quartier El Perfecto? Ils vont veiller à ce que Alain demeure dans les ténèbres, car la même énergie qu'il utilise pour dénoncer, ils utiliseront la même énergie pour le mettre en difficulté. C'est Simon Pierre, donc Kouaban, qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour à tout le panel et bon début de semaine à tous. Ce que je retiens de la dénonciation, c'est qu'il faudrait réduire le budget de l'Assemblée nationale, vu qu'ils n'ont rien de mieux à faire que de créer des chaînes de télé. Vu le contexte camerounais, on peut prédire sans risque de se tromper que ce sera une chaîne de propagande du RDPC. On peut vouloir copier la France, mais avons-nous les mêmes moyens économiques? C'est Nasser de Santa Barbara qui envoie cette contribution. Bonjour le panel, concernant le coup de gueule, franchement, la distraction est mère de nos politiques africaines, en particulier celle de notre République, sœur, le Cameroun. Figurez-vous que plus des 2/3 de cette assemblée est constituée des parlementaires du parti au pouvoir. De quoi serait constituée la grille télé de cette chaîne à but politique sur le plan national, que la chaîne nationale qu'est la CRTV ne peut assumer dans un partenariat bien ficelé pour l'intérêt de l'opinion camerounaise. Un autre message ce matin. Plus de contributions comme d'habitude. Je prends celui-ci. Il a la chance que son message va être lu. Bonjour le Phénix. Ces députés n'arrivent même pas à proposer une loi pour créer les niches de détournement. Ils sont forts. Moi personnellement, je ne vais jamais regarder cette laide chaîne. C'est Djibril N'Djamena. Et lui, N'Djamena, comment il veut absolument regarder notre chaîne ici? Il a qualifié la chaîne. Bonjour, parfait. Demande à Alain Cécy. Au 17h de ce soir, on le nomme directeur général de cette chaîne. Que dira-t-il? C'est Jean-Hugues Nsama. Qu'on nomme d'abord. Allons au 212, c'est le Maroc. Bonjour, parfait. Ici, le Indira Babouke de la modération. Combien Babouke dedans? Indira, c'est ma fille. Je l'ai vue, elle avait à peine 6 ans, 7 ans, quand elle commençait à chanter. Et j'étais un grand ami à son manager. Il venait souvent me rendre visite à la radio. Donc, je ne sais pas si Indira elle-même se rappelle encore. Elle était vraiment encore toute petite. Donc, bien des choses à Indira pour tout ce qu'elle fait maintenant. Alors, la personne continue en disant, ah, Fadimatou, vous êtes une belle femme. Et toutes les Fadimatou que Parfait a déjà eu à inviter le sont également. Malheureusement, elles sont toutes RDPC et limite, ça salit votre beauté. Dommage. Pour ce matin, j'aimerais adresser toutes mes félicitations au désormais docteur Valère de Sala. Dommage qu'il n'ait pas eu la mention spéciale. Voici la sagesse du jour. Il y a la liberté d'expression et il y a la liberté après l'expression. À demain 10h. Ça fait réfléchir, hein. J'ai lu un dernier message là ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Pour la dénonciation, je constate une chose avec notre Assemblée nationale. Tout ce qui les concerne marche toujours très bien. On a vu la construction des palais des Verts, comment ce chantier a été respecté, car ils l'ont suivi de bout en bout jusqu'à sa fin. On veut les voir suivre les chantiers partout dans le pays avec la même énergie. Merci, c'est Karim de Borne 15 du côté de Simbok. Perfecto, tu es très bien habillé ce matin. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro de votre tailleur? Bon, il s'appelle Ismaël. Hein. Il est basé au Hilton. Non, au Hilton, c'est El Dabo. Ah oui, j'en ai plusieurs. Voilà. J'en ai plusieurs. El Dabo, c'est l'habilleur des chefs d'État. Il m'habille également de temps en temps. Lui, il est basé au Hilton. Oui. Maintenant, il y a Ismaël qui est du côté des Sources. Donc, appelez-moi après l'émission, je vous donnerai... Est-ce qu'il a les mêmes moyens que vous? Je ne sais pas, mais on fera toujours un effort de ça. Mais s'il veut s'habiller comme moi, il faut qu'il ait les moyens de sa politique, modestement. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Alors, parfait. Ici, hier, j'ai dit à une fille avec moi que tu fais... Que fais-tu ailleurs? Elle m'a donné son numéro. Je vais commencer à parler comme toi. Tu es trop fort.
10h, 11h52, vous êtes sur Info TV. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise la Semaine mondiale de lutte contre le glaucome. Du 16 au 20 mars 2026, venez profiter des consultations et le dépistage gratuit, des séances de counseling, des lunettes disponibles sur place avec des réductions allant à plus de 30% sur tous les examens. Préserver la vue n'a pas de prix, se faire dépister à temps est la meilleure solution. Ne laissons pas le glaucome nous voler notre vue. L'intelligence artificielle joue aujourd'hui. 2030 est une année cruciale, une année importante. C'est dans 4 ans. Le Cameroun, comme les autres pays de toute l'Afrique, fait face à des défis importants dans le domaine des énergies et dans le domaine des hydrocarbures. Il s'agit pour nos pays et pour le Cameroun en particulier de trouver des politiques intégrées en matière de développement des énergies, de fourniture d'énergie aux industries et aux ménages. Il s'agit également en matière d'hydrocarbures d'assurer l'exploitation de cette ressource primordiale, sa transformation et son utilisation dans le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en particulier. Nous avons donc créé Oleum System Consulting, ce cabinet d'expertise qui a pour objectif de conseiller en matière stratégique les États, les acteurs industriels dans les projets de développement concernant ces secteurs. Après une longue carrière de plus de 30 ans, j'ai acquis donc une certaine expérience et j'ai décidé de m'associer à d'autres experts professionnels pour nous mettre ensemble et tous réfléchir et conseiller donc les États et les acteurs industriels. Pour toutes vos préoccupations et vos projets, contactez-nous dès maintenant. For 15 years, Cameroon has been debating and shaping its path towards emergence. A source of national pride, SEGO is a preferred forum for dialogue between public administrations and the nation. It brings together the state, private companies, local authorities, and citizens around the major challenges of development. For its 15th edition, SEGO is innovating with the Village of the 10 Regions, the Trades Crossroads Village, and the strengthening of the local consumption village, a showcase of Made in Cameroon.
This edition is held under the theme State-Private Sector Partnership, a Lever for an Emerging Cameroon. From June 6 to 13, 2026 at the Esplanade of the Yaoundé City Hall. For more information, contact the firm Mon Communicateur, the government's appointed representative at 620 00 2195. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout suivre votre programme Espace Mini. Ce matin, nous parlons d'hommes politiques avec une interrogation essentielle. Doit-on encore faire confiance aux hommes politiques de notre pays, le Cameroun? Je commence par Bernard Orona, qui est justement un homme politique. Bernard, ils sont nombreux qui pensent que de manière régulière, et ceci, depuis une trentaine d'années, les hommes politiques au Cameroun ont trahi le peuple, raison pour laquelle on ne devrait plus leur faire confiance. Vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons de la confiance et lorsqu'on met en exergue les hommes politiques? Enfin, ici, je vais encore vous surprendre ce matin. Par rapport à votre thématique de ce matin, je suis allé chercher très loin au Congo, Kinshasa, où je me suis souvenu d'un grand intellectuel, d'un grand écrivain. Il a été même ministre de l'Éducation nationale de ce côté-là. Il s'appelait Henri Lopez. Henri Lopez, donc, qui a fait de la politique, qui a été ministre dans son pays. Il a commis un ouvrage, parfait ici, il lui disait, je cite, que la politique était une affaire de bandits et de voyous. Ah bon? Oui, les tribaliques. Donc, la politique... C'est grave, ça. C'est lui qui connaît. Que la politique était une affaire de bandits et de voyous. Parfois, ici, pour faire confiance à un homme politique, surtout au Cameroun, il faut bien se réveiller et regarder, observer bien. Parce que les hommes politiques au Cameroun, vous les voyez quand ils ont envie de vos suffrages. Les hommes politiques, vous les voyez quand ils viennent vous faire des promesses. Les hommes politiques, ils vous courtisent quand ils ont besoin de vous pour faire foule, pour organiser un meeting, pour démontrer aux yeux du monde et ceux qui font les sondages, les vrais, que vous êtes suivi. Vous êtes quelqu'un qui peut bénéficier de la confiance des électeurs. Après avoir exercé votre droit civique, c'est-à-dire après avoir élu l'homme politique qui est venu vous courtiser, vous vous rendez compte plus tard que l'homme politique en question, lui, il s'est beaucoup plus concentré sur ses intérêts. Quand vous voyez l'Assemblée nationale, la plupart des maires et députés, vous voyez, ils arrivent là, ils n'ont pas de gros ventre. Ils ne sont pas des gens qui roulent carrosse. Mais après 2 ans? Après 2 ans, parfait, ici, vous avez des gens qui se métamorphosent à un rythme très dangereux. Mais on a vu un jeune homme politique, j'ai volontairement oublié son nom, qui n'est pas passé par 4 chemins, pour dire que la politique paye au Cameroun. Ça paye. Il a même dit que, vous voyez, j'ai pris des proportions, j'ai des jours. Il l'a dit. Il s'en vantait. Il l'a dit de façon sincère, et c'est vrai. Et moi, j'ai apprécié sa sincérité. Il a même dit qu'un politique, ça gagne quand même 1 million au Cameroun. Voilà. Alors, si quelqu'un a 1 million de salaire quand il n'avait pas 200 000, vous comprenez que sans compter tous les autres avantages, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que le député, par exemple, il est le relationnel
paye plus que son salaire. Et on donne un véhicule à chacun. Oui, voilà. Donc l'homme politique, par rapport à votre thématique de ce matin, moi, personnellement, je n'ai pas de choix. Parfois ici, je vais chuter par là, je n'ai pas de choix. Comme j'ai fait beaucoup de politique, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes politiques, j'ai vu comment ils manœuvrent. Je vous assure que si vous voulez vivre longtemps, il faut oublier les hommes politiques. Si vous voulez vraiment vaquer à vos occupations, si vous voulez avoir votre vie, oubliez les hommes politiques. Mais si vous êtes un citoyen sérieux et responsable, lorsqu'il y a élection, allez exercer votre droit de vote. Parce que si vous dites que vous allez suivre les hommes politiques, parce qu'ils vous ont fait des promesses, parce qu'ils vous ont dit qu'ils vont construire une route, parce qu'ils vous ont promis de ramasser les ordures, comme Yaoundé a encerclé des ordures, vous vous trompez parce qu'à la fin, ils s'occupent à faire autre chose, à arranger la vie de leurs enfants, de leurs épouses. Fadima Tchoubokono, les hommes politiques sont des voyous et des bandits. Vous êtes d'accord? Bon, ça n'engage que, les discours n'engagent que ceux qui les tiennent. Donc, et si vous étiez d'accord, j'allais donc dire que vous êtes une bandite. Parce que je suis femme politique. Bien sûr. Je ne savais pas. C'est des galons que vous me donnez là. Galons de bandite? Des galons. En tant que femme, moi je suis militante d'un parti. Je ne suis pas encore au niveau des femmes politiques. Non, vous êtes une femme politique. On apprécie votre modestie, mais bon. Quand on parle de politique, forcément il y a le pouvoir. Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Oui, vous êtes communicant du RDPC. C'est un pouvoir. C'est un grand pouvoir. Que vous exercez à l'heure actuelle. Oui. Ah bon? Comme si vous le dites, moi je dis ok, moi j'ai aussi compris ça comme ça, je n'ai pas entendu. Bon, maintenant, s'il faut venir au sujet, la confiance, doit-on encore faire confiance aux hommes politiques du pays? Je voudrais déjà définir la confiance. La confiance qui est ce sentiment de sécurité, l'assurance envers quelqu'un, une chose ou bien envers soi-même. Ça fait qu'on peut se fier à cette personne sans crainte. Voilà la notion de confiance. Et pourquoi la vie ait un sens, il faut qu'il y ait de la confiance. La confiance, c'est le sentiment élémentaire qui fait fonctionner la société. Je vais même m'expliquer. Si nous partons sur des a priori, ou sur des concepts parce que les gens l'ont dit, et qu'on ne parvient plus à se faire confiance, soit entre nous-mêmes en tant que citoyens, en tant qu'hommes, nous allons vers une société où chacun vivra de son côté, et ce sera la guerre de tous contre chacun parce que chacun aura peur de l'autre. Et quand nous venons maintenant à l'homme politique, il faut le dire, la politique est essentiellement intéressée. La politique, quel que soit le bout par lequel on la prend, elle est essentiellement intéressée. Quand vous prenez, pour rentrer plus tard, je vais prendre des exemples et puis je vais revenir au pays. Avec Thomas Hobbes dans le Léviathan, l'homme, dans le cadre du contrat avec le Léviathan qui était le plus fort, c'était la recherche de la sécurité pour ne pas mourir dans la guerre de tous contre chacun. Parce que là, c'était l'état des natures, tout le monde faisait, c'est le plus fort. C'était le plus fort qui avait dominait. Donc, pour se sentir en sécurité, l'homme choisit donc de faire confiance à celui qui est le plus fort pour assurer au moins sa sécurité, c'est un intérêt. Nous évoluons avec Rousseau, il dit, maintenant nous déléguons notre volonté générale vers quelqu'un avec le devoir, l'obligation pour ces dernières de la réduction de comptes. Or, avec Hobbes, c'était la soumission, parce que quand il donnait son pouvoir, il déléguait son pouvoir, il ne lui demandait plus rien. La seule chose qu'il attendait de lui, c'est la stabilité, la sécurité. Donc, pour qu'il échappe à la mort, avec Rousseau, on évolue, il dit, ok, je vous fais confiance, mais vous avez le devoir d'être transparent, d'être dans... Le pacte social. C'était le pacte social. Et ça fait que si à un moment donné, à un niveau, c'était le contrat, quand le contrat a échu, il se rend compte que vous n'avez pas fait, là, il décide de vous retirer sa confiance. Ça, nous entrons dans la démocratie qui est le propre des temps modernes aujourd'hui. Donc, quand l'homme choisit de faire confiance à un homme politique, c'est par rapport à un objectif. C'est par rapport à son bien-être d'abord. Et maintenant que l'homme politique, c'est que l'homme ne perçoit pas aussi. L'homme politique n'est plus dans le contrat avec l'individu, il est dans le contrat avec la généralité, l'ensemble des citoyens. Il peut ne pas satisfaire votre intérêt à vous, mais il met en balance l'intérêt de l'individu que je suis et l'intérêt général. Et moi, l'individu aurait le sentiment que il n'a pas respecté le contrat. Or,
en sous-pesant, l'intérêt général perce plus que l'intérêt individuel. C'est pour dire quoi concrètement? Nous devons continuer à faire confiance à l'homme politique, mais en regardant la lucidité. La lucidité qui nous amène à nous interroger sur les actions qui sont posées par les hommes politiques. Parce que s'il n'y a pas la confiance, la politique n'aurait plus de sens, la démocratie n'aurait pas de sens. Alors, prenons le cas du Cameroun, parce que c'est ce cas-là qui nous intéresse très bien, mais merci de nous avoir amené quand même aux fondamentaux, avec des gens comme Hobbes, avec des gens comme Rousseau. Nous avons la faiblesse de croire que les hommes politiques au Cameroun ne vous sollicitent que lorsqu'ils sont déjà à la quête du vote, une fois passé. Ils ne sont plus au courant de vous. Ils reviennent 5 ans ou 7 ans plus tard pour solliciter les mêmes votes. Lorsqu'ils viennent en campagne électorale, ils disent qu'ils vont construire des écoles, ils vont construire des forages, ils vont amener l'électricité, ils vont retourner les routes, ils vont donner du travail à tout un chacun. Ainsi. Une fois élus, on ne les voit plus. Alors, si c'est également cela la politique, est-ce qu'on ne va justement pas dire que les hommes politiques au Cameroun, ce sont des voyous? Tout à l'heure, vous aviez dit, lorsqu'on parlait de votre vestimentaire, vous avez dit que vous avez décidé d'être leader et non suiveur. Tout à fait. Dans la société, il y a des leaders, il y a des suiveurs. Il y a des gens qui doivent accompagner les autres à travers le programme que ces derniers lui présentent. Je viens avec un projet, peut-être je vais dire n'importe quoi, je voudrais être président de la République, je vous fais des propositions, je vous fais des promesses sur la base de vos attentes. Alors, dans maintenant l'exercice de ce pouvoir que vous m'avez confié, je me rends compte qu'il y a des obstacles. Parce que toute personne qui a eu à exercer du pouvoir doit vous dire clairement qu'il y a un fossé entre le discours ou bien entre l'ambition, la volonté et les réalités sur le terrain. Et lorsque cette personne, l'homme politique, va faire face à cette réalité qui se révèle un obstacle, au lieu de vous en donner 10 écoles, de construire 10 écoles comme promis, il n'en fait que 3, vous serez insatisfait et estimerez qu'il n'a pas réalisé sa promesse, sans toutefois connaître les réalités auxquelles il fait face. C'est pour ça que je vous ai parlé de la volonté, de l'intérêt général et de l'intérêt. L'homme politique, on doit lui faire confiance, mais en gardant la lucidité. Et l'avantage que nous avons en démocratie, c'est que quand vous donnez votre quitus pour un contrat d'une durée bien déterminée, vous avez la possibilité de revenir après et lui retirer cette confiance après le mandat. Cyril Djamba, j'ai une autre préoccupation. Aidez-moi à rester au niveau du Cameroun. Avons-nous réellement des hommes politiques au Cameroun ou nous avons simplement quelques individus qui sont à la recherche des postes? Mais Fadima, tu as dit quelque chose qui est très pertinent en entrée de jeu. Elle vous a titillé sur le fait que vous l'avez appelée femme politique. Tout à fait. C'est un problème. Quand j'ai regardé, j'ai appris la politique, moi je voyais homme politique ou femme politique à un certain niveau. Or aujourd'hui, il suffit de militer quelque part là dans un comité de base. Et de passer dans 2-3 fois la télé. On dit homme politique, machin. C'est pas ça. Pour être considéré comme un homme politique, il faut avoir conquis un mandat. Est-ce que ce n'est pas aussi trop extrême? Il faut qu'on devienne restrictif pour permettre que les choses, la vérité soit dite. Et si vous n'avez jamais eu un mandat, vous ne pouvez pas être considéré comme un homme politique? En principe. Alors là, vous allez nous amener à redéfinir même ce qu'on n'entend pas politique. Parfait, ici. Oui. Ni John Fundi était-il un homme politique? Oui. Il était leader d'un parti, il a été candidat. Non, je m'en dans ta définition. On se comprend, mais vous... Y a-t-il eu un leader aussi charismatique et fort, puissant au Cameroun comme ni John Fundi? Peut-être faudrait-il qu'il définisse ce qu'il entend Oui, par puisqu'il mandat. dit qu'il y a eu un mandat. A été mandaté dans son parti en tant que leader. Nous, on a dit le mandat électif municipal, législatif, présidentiel. Je m'explique. Allez, Cyril. Je m'explique en disant que c'est une coquetterie. Non, c'est une escroqueterie très camerounaise. De toujours prendre des grands titres affublés aux gens et qui n'apportent pas le mérite. Et quand vous parlez de la confiance dans votre question, moi ça m'a interpellé, mais je me suis dit, mais quelle est cette affaire où nous, dans l'arène politique, on est toujours en train de dire qu'il faut avoir confiance en quelqu'un. Qu'est-ce qui structure les interactions
dans le champ socio-économique, politique dans un pays. Ce sont les institutions qui ne sont pas forcément politiciennes. Quand on a une constitution, est-ce que c'est de la politique? La constitution est écrite, elle est gravée dans du marbre pour que nous puissions l'appliquer. Quand nous avons un certain nombre de dispositifs qui existent comme le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Chambre des comptes, tout ce qu'on peut dire, est-ce que c'est de la politique? Ce sont des instruments qui sont censés garantir aux Camerounais que le mandat qu'ils donnent à certains d'entre eux de les représenter soit véritablement contrôlé. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout tient sur une seule personne et que c'est cette personne-là que nous regardons tous les jours, c'est-à-dire le président Biya. Alors on demande toujours, est-ce qu'il faut faire confiance? Confiance, non. Structurons le pays, mettons en place les institutions et respectons les règles que nous nous sommes données. Quand vous parliez de mandat tout à l'heure, mais vous dites on confie le mandat à quelqu'un. Oui, le peuple confie pour 5 ans. Mais depuis combien de législatures vous-même encore vous êtes en train de proroger et ces jours-ci on parle encore d'une prorogation. Cela veut dire que le peuple lui-même est floué parce qu'il n'est plus capable de décider de quand est-ce que le mandat qu'il a donné s'arrête. On ne sait plus quand est-ce que ça s'arrête. Donc je voulais dire simplement pour dire que la confiance n'a pas besoin d'être placée dans le sens qu'on est en train de la placer. La confiance doit être placée dans le sens de la structuration de notre pays sur des bases d'un fonctionnement équitable pour tous les Camerounais. Ceux qui reçoivent la responsabilité, la charge de représenter les Camerounais, que ce soit au Parlement ou dans le... Même les leaders des partis politiques bien sûr, en être... Bien sûr. Donc là, leur mandat également, il se trouve qu'il proroge aussi. Bien, madame, moi je ne fais pas de distinction. Quand vous avez des règles qui sont établies, et c'est pour ça que je plaide et c'est pour ça que je plaide pour par exemple la reconnaissance des leaders de l'opposition comme des responsables politiques et qui est un statut des responsables politiques pour tous les partis. Donc ce que je dis, c'est que nous devons apprendre à mettre en place les dispositifs qui permettent de rassurer les gens. Et quand vous parlez des partis politiques, vous voyez que même les partis d'opposition ont des problèmes. Parce qu'à un moment donné, quand la règle est foulée aux pieds, les militants et tous ceux qui ont cru ne croient plus. Et je peux vous dire, et pour aller dans votre sens, que les Camerounais doutent aussi de leur formation politique d'opposition. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas gages d'une certaine confiance. Donc moi, je pense que c'est les textes et les institutions qui doivent nous rassurer là-dessus. Alain, donc si nous arrivons dans un état où finalement le peuple ne fait plus confiance à ses hommes politiques, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la suite? Le problème, vous voyez, n'est pas tant celui de la confiance. Parce que quand vous prenez en compte, il y a Lord Hampton qui disait tout pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Dès que vous prenez ça en ligne de compte, et que vous savez que c'est des batailles d'ordre, les batailles d'ordre politique reposent sur des velléités d'acquisition du pouvoir, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire confiance à un homme politique. Et d'ailleurs, même quand vous regardez les sondages aujourd'hui dans un pays comme la France, on est là dans les 74-84% de manque de confiance dans les hommes politiques. Donc, c'est grave. Il y a une crise de confiance. Non, le problème est vieux. Non, c'est un problème sérieux. On ne peut pas faire confiance. Alors, ce qu'il faut, puisque la confiance n'exclut pas la méfiance, il faut donc encadrer le pouvoir par le droit. Et justement, Kant disait que le droit doit donc permettre l'exercice moral, éthique du pouvoir par ceux qui le détiennent. Platon, lui, disait qu'en réalité, la démocratie doit être la dictature de la raison. Donc, on ne va pas se mettre dans la confiance aveugle. Non, tout doit être raisonné. Tout doit être raisonnable. On doit pouvoir expliquer ce qu'on fait. Voilà pourquoi il faisait beaucoup confiance aux philosophes. Voilà. Quand, par exemple, que la République ne sera bien faite que lorsque nous aurons à la tête des États des rois philosophes voilà. Et des philosophes rois. Donc, c'est de ça qu'il est question. Or, si vous voulez vous laisser aller dans une confiance aveugle, en des personnalités qui, d'ailleurs, dit la philosophie, sont ondoyantes et diverses, c'est un problème parfait. Il faut encadrer tous les pouvoirs par des institutions fortes, par l'état de droit, par l'éthique. Ça, c'est ma position. Et pourquoi je pense cela? Revenons à l'actualité du moment. Les dossiers Epstein. Parfait. Quand vous vous rendez compte que toute cette élite gouvernant de divers pays les plus influents du monde se retrouve dans un scandale autour de la morale,
autour de la façon d'exercer le pouvoir, toute une série de corruptions, des ténèbres. Autour du sexe. Le sexe, de la criminalité, etc. Oui. Vous vous rendez donc compte que finalement, revenons, arrêtons de philosopher, laissons tous ces auteurs que nous avons cités. La politique telle qu'on l'a fait sur la terre, c'est une affaire de satanistes. Ah bon? Justement. Et si c'est si je m'en tiens à ce que nous donnent les dossiers... Tu n'es pas une sataniste. Ce n'est pas moi, non. Non. Est-ce qu'elle a déjà commencé la haute politique? Non, il faut seulement faire conforme. C'est pour ça. Non, je veux croire ce que je veux dire. Elle a encore la maternelle. Elle a encore, c'est ce que je veux dire. Fadima, tu n'es pas encore quand même à ce niveau-là. Je ne te gêne pas. Elle arrivera. Moi, je suis pas totalement d'accord. Dans les dossiers Epstein, on a les chefs d'État, on a des royaux, on a des gens, des organisations, des multimilliardaires, non, c'est des mastodontes. Et on voit toute cette criminalité, toute cette immoralité, et on se dit, ben non, si c'est de tels gens qu'on vénère dans la sphère politique, non, on n'est pas en droit de leur faire confiance. Mais vous pensez que Epstein a été dénoncé parce qu'il y a des gens encore normaux. Dénoncé? Il a été dénoncé, il s'est suicidé d'ailleurs. Attention, Epstein ne s'est jamais, je vais vous le dire, Epstein ne s'est jamais suicidé. Le jour du soi-disant suicide, expliquez-moi pourquoi les caméras de surveillance à la prison ne fonctionnaient pas et les gardes dormaient à point fermé. Ils ont beaucoup. Et on a revu des images à l'appui, le même gars que tu prétends qu'il s'est suicidé, là dans des rues à Israël. Non, on a des documents qui nous permettent aujourd'hui de dire avec force que Epstein travaillait pour le Mossad. Donc, on ne peut pas contester cela. Je dis, si tel est le cas, si on est arrivé à un tel niveau où ceux qui gouvernent peuvent avoir les mains, on fait encore un clin d'œil à la philosophie, les mains aussi sales, voilà, aussi sales, on comprend que ces gens, il ne faut pas leur faire confiance. Mais parfait, tu sais quel est le vrai problème? Non. Le vrai problème, c'est qu'on a inoculé aux masses, ces satanistes ont inoculé aux masses qu'on ne peut pas faire la politique autrement que selon le paradigme machiavélien. C'est ça le problème. Mais Alain Dou, moi je suis pas totalement d'accord. Non, je suis pas là pour que tu sois d'accord avec moi. Mais il y a des... Le problème c'est ça. On te dit que non, vraiment, si tu ne fais pas cette diablerie du machiavélisme prescrit par le presse, vraiment tu n'es pas dans la politique. Or, on peut envisager de faire la politique selon notre paradigme. Le paradigme kantien où on encadre véritablement la politique. Mais il y a des gens très bien en politique. Non, je dis pas très bien en politique. Si c'est comme ça que tu... Exemple. Mais exemple quoi? Il y a des députés qui sont sur le terrain. Mais maintenant la propension. Mais le corps. Pas essentiel. Le corps de la politique. C'est un métier qui a avoir une personne. Alain Douchut et Tchamba va réagir. Le problème c'est ça. C'est-à-dire que toi tu veux instrumentaliser une minorité, dis-tu, de lumière, totalement noyé dans un océan d'immoralité. Je ne pense pas qu'il fasse le contrepoids. Attendez d'abord, Tchamba réagit. Moi je trouve que Alain Douké exagère un peu. Il est excessif. Non, exagère un peu. Je préfère excessif, mais le mot ne me plaît pas. Donc, pour dire que il y a des gens qui sont animés véritablement de bonne volonté dans l'arène politique. Et la chance que nous avons, c'est que ces gens-là sont plutôt nombreux. Je discute avec les élus. Vous parlez du pays ou bien du Rwanda? Ah d'accord. Moi je ris. Vous voyez les gens sérieux là, je ris. Finalement, non, je ris beaucoup. Je ris. Parce que si je me mets, on parle de ton opposition là, même des gens insoupçonnés, moi j'ai maintenant recoupé des informations qui démontrent que personne n'est sérieux là. Personne. Mais mais moi je pense que il y a des gens vraiment animés de bonne volonté et qui travaillent véritablement pour que le pays et pour le pays et pour les Camerounais. Je ne suis pas d'accord qu'on résume cela à une affaire de satanisme. C'est une activité qui a ses règles, qui a ses difficultés aussi. Je rencontre des parlementaires, même du RDPC, des gens sérieux, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui vont sur le terrain, dans le nord-ouest. Alors, dans quelle probabilité? Bon, parfait, pose la question, parfait, pose la question. J'ai illustré avec vous avez beaucoup parlé. Pose une question. Non. Dans les dossiers, il y a un petit représentant là. Fadima, vous avez la parole. C'est vrai que, dit comme M. Douk le fait là, il fait du sensationnel.
Et même du de populisme. plus en plus, les Camerounais, certains Camerounais aiment ça. C'est pour ces raisons qu'on l'aime beaucoup. Ah bon? Là, nous allons prendre une balle, là. Les dossiers changent, j'ai inventé. C'est lui qui a inventé ça. Non, ça va. Non, quand je parle, je voulais juste dire, en venant au dossier en question, que c'est pas parce que les gens ont transporté leur vice dans le monde politique qu'on va cataloguer la politique comme ce que vous dites. On ne dit pas que là-bas c'est la sainteté. D'ailleurs, Sartre le disait, la pureté c'est une idée de moine et de fakir. Donc il y a, comme M. Tchamba le dit, il y a des gens qui font la politique autrement. Et malheureusement, le discours fait que les gens sont toujours tentés de penser qu'il faut être dans des choses compliquées avant de faire la politique. Monsieur ici, en 2013, lorsque je suis investi pour la première fois comme candidate titulaire à l'élection législative, il y a un journaliste qui a cherché à me rencontrer. Quand on échange, à la fin, vous savez ce qu'il me demande? Non. Vous appartenez à quelle loge? Je lui ai dit, oui, j'appartiens à la loge de Dieu. Vous comprenez, tellement on a fabriqué ça dans les esprits, on peut faire la politique, on peut la faire. La politique, en fait, est un milieu des hommes. Et les hommes sont imparfaits, essentiellement. Parce que c'est pour avoir le monde tel qu'on le dessine. Déjà, Jean Marais le dit, la pureté, c'est le fait d'être en bloc, dans un bloc. Le diable est pur, parce qu'il ne fait que du mal. En même temps, il y en a qui font du bien, ils sont aussi purs. Oui, Jean Marais le disait, la pureté, c'est l'idée d'être dans un bloc. Le diable est essentiellement pur dans le mal qu'il fait. C'est un autre débat. Moi je te soutiens, c'est ce que je veux qu'on fasse. Moi-même, je veux rentrer, c'est sur le paradigme en question que je veux qu'on fasse la politique. Mais la raison, c'est-à-dire que les faits me donnent tort. Dans l'histoire de ma vie, allez chercher, Jean Marais le dit, la pureté, c'est le fait d'être dans un bloc. Le diable est pur parce qu'il ne fait que du mal. Ne sait faire que du mal. Donc, dans le milieu où nous nous trouvons, avec nos imperfections d'humain, nos tares et nos avatars, il est possible qu'on ait des différences. Et penser que toute la politique se résume à cette histoire que nous avons avec Epstein et tout ce qu'on passe, c'est très compliqué. Merci Fadima Tour. Allons au plus 63. Ce n'est pas le Gabon, ce n'est même pas la Guinée, ce sont les Philippines. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour parfait. En écoutant l'explication de la dame sur le plateau, on ne pourrait jamais faire confiance à nos hommes politiques. Ils sont tous en quête de leur propre intérêt. Toujours des excuses pour duper le peuple pour lequel il a été mandaté. Ils sont jamais proches du peuple. Ils connaissent pas nos quotidiens. La confiance se construit en fonction de ce qu'on reçoit en retour. Au Cameroun, la politique, c'est faire les éloges de Biya et non pour le bien du peuple. David est depuis Manila. Mais David, moi je vois des gens qui font également des éloges pour d'autres leaders de partis politiques au Cameroun. Vous voulez que je vous donne les noms? Bonjour Alain, merci pour cette émission avec laquelle tu nous régales chaque matin. Et merci aux différents intervenants de chaque jour pour le thème concernant l'affaire de confiance. Qu'est-ce qu'il dit là? Il faut faire confiance davantage à nos hommes politiques. Je te dirais, cela n'a plus d'intérêt. Car au Cameroun, la politique est devenue un moyen par lequel les acteurs de celle-ci prouvent combien de fois ils sont malhonnêtes. C'est compliqué, hein? Vous voyez que si nous sommes en train de faire un sondage là, c'est en train de virer ceux qui sont dans la séance ça pourrait finalement confirmer la nécessité d'avoir une chaîne parlementaire. Bonjour, perfecto, et à tout votre riche panel. Je pense qu'on doit et on a l'obligation de faire confiance aux politiques au Cameroun, tout simplement parce que ce sont eux mais qui nous représentent, donc agissent à nos places. Par contre, le problème est celui de la capacité à ceux qui décident de faire confiance, de distinguer à qui faire confiance. Du coup, c'est la question de l'éducation politique et citoyenne. Le jour où le citoyen camerounais saura distinguer le sérieux du bandit, on aura avancé. Le sentiment d'abus au Cameroun existe tout simplement parce que les gens ne savent pas lire et scruter qui est prêt à rester avec le peuple et auprès de ce dernier quand il est dans l'exercice du pouvoir. C'est Félix Nyek du PCRN qui envoie ce message. Bonjour à vous sur le plateau. C'est une question qui fait réfléchir au Cameroun comme partout ailleurs. Les hommes politiques sont censés servir l'intérêt général. Mais bon, il faut être réaliste. Il y a des bons
et des moins bons. Faire confiance, il faudrait voir leurs actions et leurs réalisations et leur transparence. C'est Bénédicte Ambéry de Simbok qui envoie cette contribution. Prenons également ces autres contributions de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Que dit celui-ci? Bonjour. La question pique un peu et ce n'est pas un hasard. Beaucoup de gens là opposent aujourd'hui. D'un côté, la politique reste nécessaire. Un pays ne peut pas fonctionner sans dirigeants, sans institutions, sans personne pour prendre des décisions collectives. Les hommes politiques sont censés représenter la population, défendre l'intérêt général et organiser la vie publique. De l'autre côté, la confiance s'abîme souvent. Promesses non tenues, corruption, lutte de pouvoir, décisions qui semblent loin des préoccupations des citoyens. Tout cela fait que beaucoup de personnes deviennent méfiantes. On finit par se demander si la politique sert encore vraiment le peuple. Alors, la vraie tension est là. Faire confiance aveuglement peut mener aux déceptions. Ne plus faire confiance du tout peut aussi laisser la place à n'importe quoi. Peut-être que la question n'est pas seulement faut-il faire confiance, mais plutôt comment contrôler et demander des comptes à ceux qui gouvernent. Élections, débats publics, société civile, médias, participation des citoyens. La confiance en politique ressemble un peu à un crédit. Elle se donne, mais elle doit aussi se mériter et se renouveler. Bernard Oona. Oui. Nous terminons donc avec vous, vous qui vous considérez comme homme politique au Cameroun. Que faire? Parce que j'ai l'impression que le peuple n'a plus tellement confiance aux hommes politiques dans notre pays. Que faire? Quel est le langage qu'on peut encore tenir à ce peuple-là? De continuer à faire confiance à ceux qui font de la politique. Il faut simplement changer de paradigme, que ce soit au niveau du parti au pouvoir comme au niveau de l'opposition. Enfin ici, lorsque vous voyez une élection qui s'est tenue comme en France hier, taux de participation 53%, ça veut dire que l'immense majorité ou la moitié des électeurs n'est plus intéressée à cette affaire-là, à cette chose-là. Au Cameroun, le 12 octobre, vous savez combien de Camerounais sont allés voter. Et vous comprenez directement que les gens ne s'intéressent plus beaucoup à la chose politique, tout simplement parce que la plupart des Camerounais, et ça c'est simple et pratique, c'est visible, quand vous êtes un homme politique, quand vous venez faire des promesses et que 5 ans après, on ne voit rien, parfois ici, c'est la confiance qui s'effrite. Et puis, du coup, donc les gens sont aujourd'hui résumés, les gens ont compris finalement que les hommes politiques sont des roublards, des jongleurs, des opportunistes et des calculateurs. Donc c'est des gens qui sont là parce qu'ils visent, parce qu'ils sont focus sur quelque chose, des objectifs à atteindre. Fadima Tourou, si à un moment donné, nous nous déconnectons de la chose politique parce que nous ne faisons plus confiance aux politiciens, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? C'est que le terrain risquerait d'être vide et à un moment donné, on aura des opportunistes, j'ai failli dire, des marabouts qui viendront de nulle part et prendraient des positions stratégiques. Déjà le cas, Et justement, quand vous le dites, Sartre, c'est Sartre qui disait ne pas choisir, c'est aussi une façon de choisir. Si vous choisissez de ne pas participer, vous aurez choisi, vous aurez opéré un choix. Donc, pour la confiance, comme nous l'avions dit tantôt, la confiance doit exister. Mais également, nous devons prendre conscience qu'il y a dans le monde politique les hommes politiques et certaines personnalités ou personnes qui sont dans une séance de rattrapage de leur vie. Ah bon? Oui, la séance de rattrapage en ce sens que les gens qui n'ont jamais rien fait dans la vie, ils estiment que ce n'est que par le mandat électif ou bien par... une nomination? Je ne parle pas de la nomination, je parle de la politique politicienne, avec les partis politiques et tout. Donc, ce n'est que par... C'est vrai que la politique politicienne, c'est péjoratif, hein? Ah oui, c'est politique. Ça peut paraître péjoratif. Tout dépendra du on l'apprend. Je dis, il y en a qui sont dans une séance de rattrapage dans la vie. Et malheureusement, ils sont nombreux. Ceux qui n'ont jamais rien fait dans la vie. Et ils voient en le poste électif l'opportunité d'être utile ou bien d'être visible. Et avec ce genre de personnes, vous ne pouvez pas leur faire le procès, de venir vous promettre même de cimenter la rue, comme on nous avait dit, Fumban joli chez nous en notre temps. 30 ans après, le RDPC est dans l'opposition dans le NUN.
Le RDP, c'est le RDP qui est dans l'opposition dans le Noun. Mais les promesses que nous avions eues, on nous avait dit qu'on devait cimenter les rues et boudronner les maisons. Nous attendons qu'on nous boudronne les maisons et qu'on nous cimente les rues et ça n'arrive pas. Cyril Tchamba, je suivais un grand frère à l'époque. Beaucoup avaient pensé qu'il était excessif, mais avec un peu de recul, on peut se dire qu'il avait aussi raison. Il y a une nouvelle race d'hommes politiques depuis des années au Cameroun. Ceux qui ont bénéficié du décret présidentiel, il est nommé en 17h, le lendemain il est sénateur, le lendemain il est ceci, et il se considère comme un grand homme politique, et c'est lui qui donne la direction du vent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez un peu recadré, j'avais envie de vous dire que moi, je ne mets pas tout le monde en homme politique. C'est une belle chose, un bel idéal que je ne confierais pas à n'importe qui. Il y a des petits troubadours là qui tournent là, c'est pas des aventuriers. Et puis cette histoire de confusion, vous avez vu la confusion entre les politiques, la politique. Ouais. Parce que c'est très compliqué. Ça veut dire que la thématique peut être compliquée. Parce que quelqu'un qui a le décret de 17 ans, en réalité, n'est pas forcément un politicien. Ça peut être un administrateur, mais le président bien nomme des gouverneurs. Est-ce qu'ils sont des politiciens? Et s'ils se confondent à faire de la politique, c'est qu'ils ont trahi les missions. C'est pour ça que Alain Douk disait tout à l'heure quelque chose, et je le disais aussi avant, c'est les institutions et les outils de contrôle. Si la Chambre des comptes fait son travail et que la justice fait son travail, les hommes politiques qui sont en responsabilité doivent répondre devant les institutions. Quand la Chambre de compte même fait son travail, c'est là. Voilà. Vous avez donc mis le doigt là où je vois même là pourquoi la Chambre de compte. En réalité, le RDPC. La Chambre de compte a été qui dirige au Cameroun a toujours escamoté les instruments de régulation et de contrôle. Le RDPC a toujours. Ils vont se retrouver procès. Parce que si nous prenons l'homme exclusivement celui qui a vous avez oublié les leaders des partis politiques qui choisissent de s'éterniser en parlant du bug informatique, en faisant les assemblées générales à travers l'ordinateur et se plaindre de ce que c'est aussi une façon de parler de qui? C'est un mandat, je ne sais pas de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on continue à en finir ça? Je dis que quand les gens vont venir vous dire, écoutez, moi je vais faire la politique comme Cardinal Mazarin le décrit dans son livre, je vais faire la politique comme Machiavel l'a dit dans Le Prince, ou comme Paul Biya dans le libéralisme. C'est très dangereux. C'était les gens il faut changer le logiciel, la perspective dans le champ politique. C'est-à-dire que si vous sacralisez le magistère en question, vous permettez-moi l'expression, sanctifié, et vous cherchez le bien, vous êtes encadré dans votre magistère par l'éthique, la politique sera forcément différente. De toutes les façons, notre objectif n'était pas de démontrer ce matin que les hommes politiques doivent être sains, mais nous voulons simplement dire qu'ils doivent être en osmose avec le peuple qui l'a fait habituellement. Confiance, lorsque nous avons dit cela, ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?